Bonjour, je m'appelle Caroline Muller, je suis chercheure CNRS au laboratoire d'hydrodynamique de l'IX, également connu sous le nom de l'ADIX, comme l'a dit Patrick. Donc aujourd'hui, mon but, face au changement climatique et à l'urgence climatique dont a parlé Hervé Le Treut, mon but va être de vous convaincre que la mécanique des fluides est importante, mais même cruciale, pour une meilleure compréhension du climat et de meilleures prévisions climatiques. Voilà ce que je vais essayer de faire. Alors, allons-y. Tout d'abord, quelle urgence climatique? Donc, Hervé vous a donné des éléments de réponse, mais j'aime redonner le contexte et les chiffres. Donc, l'humanité est en train de faire une expérience géophysique sans précédent. Ce que je vous montre ici, ce sont les niveaux de CO2 atmosphérique, de dioxyde de carbone atmosphérique, mesurés à l'observatoire de Mauna Loa depuis un peu plus d'une cinquantaine d'années. Alors, si vous ne connaissez pas l'observatoire de Mauna Loa, il s'agit d'un observatoire qui est situé sur une des îles d'Hawaï. Pourquoi? Pas seulement parce que le climat y est sympathique, évidemment, mais surtout pour son isolement géographique, loin de toute source extérieure polluante ou parasite de CO2. Et donc, cela nous permet d'avoir un signal très propre du CO2 atmosphérique, depuis donc un peu plus de 50 ans. Et ce qui saute aux yeux, c'est que le CO2 augmente, évidemment. Et il augmente, on peut même quantifier ça, de l'ordre de 300 ppm, parties par million, à 400 ppm cette année. Alors, que représentent ces chiffres, ou même ces unités, ppm? Eh bien, pour bien les comprendre, il faut remonter le temps. Donc, comment est-ce que l'on fait ça? On fait ça grâce à des bulles qui sont capturées dans la glace en Antarctique. Et plus les prélèvements de glace sont profonds, plus les bulles représentent une atmosphère ancienne. Cela nous permet d'avoir la composition atmosphérique terrestre il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 500 000 ans et même jusqu'à quasiment 1 million d'années. Donc on peut reconstruire le CO2 atmosphérique depuis plus de 500 000 ans et c'est la courbe que vous voyez en vert ici. Alors comment est-ce que cela compare aux 400 ppm que nous venons d'atteindre? Eh bien les 400 ppm représentent la ligne rouge ici. Donc vous voyez que le maximum que nous ayons eu en presque 1 million d'années est de l'ordre de 300 ppm. 400 ppm est une valeur que l'atmosphère n'a jamais connue. Donc nous avons un niveau de CO2 que la Terre n'a jamais connu. De plus, si vous regardez les variations qui ont eu lieu, elles ont typiquement, même les plus rapides, elles ont lieu sur des échelles de temps de l'ordre de, disons, 10 000 ans, sûrement pas 50 ans. Donc non seulement les taux de CO2 atmosphérique sont absolument phénoménaux et inédits pour notre planète, mais en plus la vitesse à laquelle nous déréglons le système climatique est également phénoménale et inédite. Donc ça, c'était pour le contexte. Donc maintenant que nous avons le contexte, où se situent les recherches que nous effectuons à l'école polytechnique? Eh bien, notre but, c'est d'utiliser la théorie de la mécanique des fluides pour mieux comprendre le système climatique et mieux prédire sa réponse à l'augmentation du CO2 atmosphérique. Donc plus précisément, les meilleurs outils dont nous disposons actuellement face à ce changement climatique sont les modèles de prévision climatique dont Hervé a brièvement parlé. Ces modèles ont typiquement une maille représentée schématiquement ici, et donc en chaque point de cette maille, le modèle va prédire l'évolution temporelle de la température, l'humidité atmosphérique, les vents, etc. Alors ces modèles numériques sont des outils extrêmement puissants qui ont permis à la communauté scientifique de mettre en évidence des réponses robustes à l'augmentation du CO2. Donc ce que j'appelle des réponses robustes, ce sont des réponses qui sont similaires et qui se retrouvent dans tous les modèles climatiques développés de façon indépendante par les équipes scientifiques un peu partout dans le monde, et des réponses que l'on comprend également d'un point de vue théorique. Donc parmi ces réponses robustes, il y a évidemment le fameux réchauffement climatique, la température terrestre va augmenter. Peut-être un peu moins médiatisé, une réponse robuste est le renforcement du cycle hydrologique. Donc ça peut paraître surprenant, mais réchauffement ne veut pas nécessairement dire désertification. Bien au contraire, pour certaines régions. En fait, ce qui va se passer, c'est que les régions les plus pluvieuses, telles que les régions tropicales, vont recevoir encore plus de précipitations, alors que les régions désertiques, telles que les déserts sous-tropicaux, vont recevoir encore moins de précipitations. Donc il y a un renforcement du cycle hydrologique, du cycle de l'eau. Le cycle hydrologique, c'est le cycle de l'eau.
Donc ça, ce sont pour les réponses robustes. Je voulais juste les rappeler, mais évidemment, il reste encore des incertitudes quant à certains aspects du changement climatique. Et c'est évidemment sur ces incertitudes que se concentre la communauté scientifique et que se concentrent nos recherches à l'École polytechnique. Donc 2 exemples importants dont j'aimerais vous parler sont les nuages, dont je vais principalement parler et que Hervé a déjà mentionné. Mais à la fin, j'aimerais également rapidement mentionner nos recherches sur les précipitations extrêmes pour leur importance sociétale. Mais d'abord, les nuages. Alors Hervé Le Treut en a parlé brièvement, car les nuages, on le sait, sont très importants. Ils représentent une des plus grandes sources d'incertitude dans les prévisions climatiques actuelles. Quantitativement, dans certains modèles, les nuages peuvent amplifier le réchauffement jusqu'à un facteur 2, ce qui est énorme. Alors que dans d'autres modèles, les nuages n'ont que peu d'effet. Donc il est crucial de mieux comprendre les phénomènes nuageux, et c'est ce sur quoi nous travaillons à l'École polytechnique, particulièrement sur les nuages tropicaux, pour une raison que je vais vous expliquer avec cette image satellitaire. Donc ce que vous regardez ici, c'est l'humidité atmosphérique. Vous retrouvez les grands courants climatiques, c'est-à-dire les alizés d'est en ouest dans les tropiques, les grands systèmes d'ouest en est dans les extratropiques. Mais ce que j'aimerais que vous regardiez, ce sont les nuages qui sont associés à de fortes humidités en blanc sur cette animation. Et vous voyez que les nuages tropicaux ont des échelles plus petites que leurs voisins extratropicaux. Je sais qu'on voit bien la carte. Je ne sais pas si au fond, vous voyez bien qu'il y a une carte. Vous voyez la maille, la grille? En fait, ces petites échelles veulent dire que les modèles climatiques, qui ont typiquement une résolution de l'ordre de quelques centaines de kilomètres, et c'est là où, ce que montrait Anne, il y a ici une maille derrière, ce qui vous donne une idée de la maille d'un modèle climatique. Les modèles ont une résolution de l'ordre de 100 km, ce qui veut dire qu'ils ne représentent pas fidèlement les processus nuageux dans les tropiques. Ils n'ont pas une résolution suffisante pour explicitement représenter les processus physiques pertinents, qui doivent donc être modélisés implicitement. Alors dans notre jargon, on appelle ça des paramétrisations. Et ce sont les incertitudes dans les paramétrisations des nuages, en particulier petite échelle, donc dans les tropiques, ces incertitudes dans les paramétrisations des nuages qui se propagent dans tout le système climatique. Donc, il est crucial de mieux comprendre les processus nuageux afin de mieux les paramétrer dans les modèles climatiques. Et in fine, le but, c'est d'améliorer les prévisions. Donc, comment est-ce que nous faisons ça? Eh bien, nous utilisons à la fois des outils théoriques, la théorie de la mécanique des fluides, et des outils numériques à haute résolution, tels que cette simulation qui vous montre c'est une simulation de la formation des nuages. Formation des nuages, ici les nuages sont représentés en gris. Au sol, vous voyez en couleur la température à la surface. Et à noter que cette simulation est accélérée. Vous voyez les minutes ici. En fait, la durée de vie d'un nuage tropical est typiquement de l'ordre de quelques heures. Et donc notre but, c'est d'étudier les propriétés des nuages dans des simulations à haute résolution de ce type, avec une taille de domaine qui est typiquement de l'ordre de la résolution d'un modèle climatique. Et cela nous permet de caractériser les propriétés des nuages et d'améliorer leur paramétrisation dans les modèles climatiques. Alors la science des nuages est extrêmement riche, mais il y a un exemple dont je voulais vous parler, car il est actuellement l'objet de nombreuses recherches. Il a été défini par le WCRP, dont a parlé Hervé Le Treut, comme l'un des nouveaux défis climatiques. Et il s'agit de l'agrégation de la convection. Alors, on m'a souvent demandé de définir l'agrégation de la convection, mais finalement, la meilleure définition, c'est de vous le montrer, c'est extrêmement visuel. Ici, on retrouve cette simulation haute résolution que je vous ai montrée précédemment, avec des nuages relativement aléatoirement distribués. Et on a découvert que sous certaines conditions, les nuages, la convection, s'agrègent dans un coin du domaine. Alors, cela vous rappelle peut-être quelque chose. L'exemple le plus dramatique d'agrégation de la convection, ce sont évidemment les cyclones tropicaux. Il y a également d'autres exemples d'agrégation de la convection dans la nature, tels que les complexes convectifs de mésoéchelle, que vous pouvez voir ici sur cette image satellitaire, ce qui commence par des nuages qui sont représentés en couleur, des nuages isolés, éparses, finit par un énorme complexe de nuages de la taille à peu près de la République tchèque.
Et donc nos études idéalisées et théoriques permettent de mieux comprendre les processus physiques en jeu dans ce type d'agrégation et donc de mieux paramétrer leurs effets sur les prévisions climatiques. Voilà pour les nuages. Maintenant, brièvement, j'aimerais mentionner nos recherches sur les précipitations extrêmes. Donc d'abord parce qu'elles sont importantes. Il s'agit évidemment d'un grand enjeu sociétal. Je ne sais pas s'il est nécessaire de rappeler l'impact des précipitations extrêmes. Pour illustration, je vous mets ici la tempête Xynthia arrivant sur les côtes en 2010, début 2010, et les inondations qui ont suivi. Donc c'est évidemment un sujet important, mais c'est aussi un sujet intéressant puisqu'il est interdisciplinaire, et d'ailleurs il a mené à une collaboration avec Philippe Drobinski, qui est dans la salle, au laboratoire de météorologie dynamique. Donc nous travaillons sur les précipitations extrêmes, et comme d'habitude, nous commençons par regarder ce que prédit la théorie de la mécanique des fluides. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que la théorie nous dit quelque chose. Il y a une théorie sur laquelle on peut se baser. Il s'agit de l'équation de Clausius-Clapeyron, qui est due à Clausius et à Clapeyron, qui d'ailleurs étaient polytechniciens, ce que j'ai découvert en préparant cette présentation. Donc c'est une bonne nouvelle, nous avons une équation qui prédit la réponse des précipitations extrêmes à un réchauffement. Mais c'est surtout une mauvaise nouvelle, car cette équation prédit une augmentation quasi exponentielle des précipitations extrêmes avec le réchauffement. Donc évidemment, cela veut dire que nous pouvons nous attendre à des précipitations plus fortes, des inondations plus intenses dans un monde plus chaud. Alors dans quelle mesure est-ce que ces considérations théoriques s'appliquent dans la nature? C'est ce que nous regardons donc avec Philippe Drobinski à l'aide d'observations dans la région de la Méditerranée, à l'aide d'observations de Météo France et d'un modèle régional. Alors ce que je vous montre ici, c'est le taux d'amplification de la valeur des précipitations lorsque la température augmente avec le réchauffement. Comme je vous ai dit, la théorie prédit une augmentation quasi exponentielle et de l'ordre de 7% par degré de réchauffement. C'est-à-dire que si l'on a un réchauffement, disons, de 3 degrés, les précipitations de 100 mm par heure vont devenir 120 mm par heure. C'est une augmentation de 20%, ce qui est grand. Quand il s'agit de précipitations extrêmes, ce n'est pas du tout une augmentation négligeable. Et donc la théorie nous prédit des augmentations de l'ordre du jaune-orange sur ces cartes. Et vous voyez qu'au premier ordre, la théorie est relativement en accord avec à la fois les observations et le modèle. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le détail. Et on voit qu'il y a également des incertitudes, des différences, des augmentations plus fortes à certains endroits, typiquement au-dessus de la topographie. Et c'est ce que nous essayons de comprendre avec Philippe. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que la mécanique des fluides est importante. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.